Bonjour à tous, donc je m'appelle Sarah Lelon, je suis consultante dans le milieu de la protection de l'océan de façon très globale et beaucoup sur la question pêche et j'ai la chance aujourd'hui d'animer un panel qui va vous parler de ce sujet et en particulier de la question de la transparence au sein de la filière pêche et comment au sein de cette filière on aborde la question de biodiversité. Et pour m'accompagner, j'ai 3 acolytes que je vais laisser se présenter parce que je pense que vous êtes bien plus à même que moi de le faire. Honneur aux dames, Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sandrine Thomas, je suis marin-pêcheur au port de Royan sur mon propre navire. Je suis ligneur et je suis très engagée au niveau écologique pour la défense des milieux aquatiques. Bonjour, je suis Thomas Canetti. Donc, moi, je suis tombé dans la mer quand j'ai découvert la plongée, qu'on est allé avec mon épouse en voyage de noces nager avec les baleines à bosse aux îles Tonga. Et j'ai eu envie de faire quelque chose pour l'océan. Et donc, j'ai créé Food for Good il y a un petit peu plus de 10 ans, qui propose des produits de la mer pour ceux qui veulent continuer à manger du poisson sans détruire la mer. Bonjour, je m'appelle Philippe Garcia. J'ai d'abord commencé par une carrière d'ingénieur, ensuite j'ai été chirurgien et à 50 ans j'ai décidé de tout plaquer pour m'occuper de ce qui me faisait vibrer le plus, c'est la mer. Donc j'ai renoncé à tout ce que je faisais avant pour me lancer dans le combat associatif et pour être aussi efficace que possible avant que je disparaisse. Donc vous l'aurez compris, avec notre panel, on va pouvoir couvrir un peu la filière du filet jusqu'à l'assiette, en passant par la question de la protection du point de vue de la société civile avec les ONG. Le panel qui est devant vous aujourd'hui, la volonté première, c'est de parler de choses qui sont très réelles, très opérationnelles. Donc il y a plein de grands discours qu'on peut avoir sur la pêche qui sont plus ou moins théoriques et plus ou moins faciles à mettre en application. Entre un contexte réglementaire qui est très chargé dans le monde de la pêche et la réalité réelle et opérationnelle, il y a souvent un pas qui est gigantesque à franchir. Aujourd'hui, quand on parle de transparence dans ce secteur, ça recoupe énormément d'informations. La question de la collecte des données, parce que pour avoir de la transparence, il faut avoir de la donnée. Comment on collecte cette donnée, auprès de qui, qu'est-ce qu'on en fait. Le sujet de la traçabilité. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs veulent savoir d'où vient leur produit, comment il a été produit, qui l'a produit et avec quels engins en ce qui concerne le monde de la pêche. Il y a de la réglementation sur la traçabilité, il y en a sur la collecte de données, il y en a sur l'organisation des marchés. Toute la filière derrière, elle est très organisée et contrôlés. Alors parfois, on manque de moyens pour pousser les contrôles, mais ils sont quand même présents. Tout ça, ça intervient dans un contexte qui est parfois mouvant et politiquement pas toujours facile à gérer dans leur réalité. Juste pour rappel, en quelques chiffres, aujourd'hui, quand on parle de pêche, on entend beaucoup le mot surpêche. La pêche européenne... Aujourd'hui, on a encore environ 40% des stocks qui sont considérés comme étant surexploités. C'est beaucoup, c'est encore beaucoup trop. Mais on est aussi là pour pouvoir rappeler qu'il y a 15 ans, c'était pas 40%, c'était 80%. Donc on progresse. Il y a quand même des choses qui avancent. Et pour pouvoir parler de ça, justement, il n'y a pas mieux que les acteurs pour pouvoir le faire. Du coup, on va commencer par toi, Sandrine. La première question que j'ai à te poser, c'est pour toi et ensuite pour vous, messieurs, c'est quoi la pêche durable et c'est quoi la transparence ? Alors la pêche durable, en fait, c'est la pêche qui existe déjà, qui est représentée par 80% de la pêche française. Donc, ce sont des petits navires côtiers qu'il y en a sur tous les ports, sur les 2 façades, qui pratiquent des pêches douces, avec... Sur des stocks aussi qui sont correctement gérés. Donc pour moi, c'est très important de parler de cette pêche-là qui n'est pas la pêche industrielle, qui n'est pas une pêche destructrice. Évidemment, on ne sème rien, on prélève exclusivement, donc il faut prélever intelligemment en tenant en compte d'autres paramètres de présence de nourriture, de pollution aussi qui sont compliqués. Et on n'a pas forcément les outils, ni le soutien, ni des politiques, ni des consommateurs, ni des distributeurs, en fait, pour soutenir cette pêche réellement. Et on a besoin d'outils de communication
d'outils de communication, et puis que les consommateurs aussi se tournent vers cette pêche-là et vers les produits de cette pêche qui ne sont pas les produits classiques, saumon, etc., qui sont très prisés, ni les 2-3 espèces phares. Il y a beaucoup d'autres poissons à découvrir, d'autres saveurs. Et en fait, on a vraiment besoin aussi que les consommateurs et que les distributeurs se tournent vers nous et nous aident à faire cette transition. Parce qu'on est capable de la faire, on est capable de pêcher bien, proprement, des beaux poissons, mais on a besoin du soutien pour que économiquement et écologiquement, la pêche du futur, qui est la pêche artisanale, soit durable. Allez, Thomas, vas-y. Ah bah, je te laisse faire. Bon, alors moi je pense que je vais commencer par dire ce qu'elle n'est pas, la pêche durable. La pêche durable, elle n'est pas la politique de l'Union européenne. La politique de l'Union européenne, elle résume la pêche durable à un seul mot, le rendement maximal durable. Ça, c'est une escroquerie sémantique. Hein. C'est un dogme qui, en fait, se résume à raboter la planche jusqu'à ce qu'on y va presque à travers. C'est un dogme qui nous a amené aujourd'hui à la situation dans laquelle on est. Et moi, je pense que la pêche durable, en fait, elle devrait non pas assurer un maintien des tonnages, mais plutôt une optimisation des emplois de la mer et de la biodiversité. Et ça, dans le concept, ça amène à un rendement économique optimal qui n'a rien à voir avec un rendement maximal durable. C'est une façon diamétralement opposée de voir les choses. Et j'en arrive à ma définition de la pêche durable. La pêche durable, c'est laisser à la nature le temps de nous offrir les fruits qu'elle a à nous offrir. Et donc laisser le temps aux poissons de grandir et de dépasser au moins la taille de maturité sexuelle. Aujourd'hui, il y a une taille de maturité, une taille minimale de commercialisation définie pour une trentaine d'espèces à peu près, c'est-à-dire une infime partie de celles qu'on pêche. Il n'y a aucune, sauf pour le tourteau et la coquille Saint-Jacques, il n'y a aucune taille minimale de commercialisation qui n'atteigne la taille de maturité sexuelle. C'est-à-dire qu'en Europe, on pêche, on vend et on mange des poissons juvéniles de toutes les espèces. Voilà. Donc ça ne va pas. À toi ? Bon, alors on est tous là, on est tous contents d'être là, et puis on n'est pas forcément d'accord sur tout, et c'est pas grave, on est là pour en parler, n'est-ce pas? Alors, la pêche durable, d'abord, il y a pêche et il y a durable. Donc si on accepte qu'il y a de la pêche, ça veut dire qu'on accepte le fait qu'il n'y ait pas impact zéro sur l'écosystème. J'ai envie de dire, par définition, on doit plutôt être dans l'impact le plus faible possible, quel que soit l'angle sous lequel on regarde. Et puis, moi, j'avais bien aimé la définition de la pêche durable que Daniel Pauly avait donnée il y a quelques années, qui est, en fait, c'est « you can do it forever ». Donc, tu peux le faire à l'infini, pour toujours. Et j'aime bien cette définition parce que derrière, ça englobe à la fois la question de la durabilité des espèces et de la pérennité des espèces et des stocks. Ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait encore des marins-pêcheurs dans quelques années pour arriver à le faire. Et finalement, si on cueille les fruits de la mer, c'est bien parce que la mer nous offre quand même un élément de base d'un régime alimentaire sain. Alors pour évacuer tout de suite le sujet vegan, aucun problème avec les gens qui décident de ne plus manger de poisson, évidemment, totalement respectable. On sait que pour composer une assiette végane, c'est un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus compliqué. Et donc, voilà, en tout cas de notre côté, on veut s'adresser à tous ceux qui veulent continuer à manger du poisson, qui veulent pouvoir le faire demain, que leurs enfants puissent le faire, et donc assurer la pérennité et le renouvellement des stocks. Très bien. Et effectivement, il faut du débat, puisque vous venez tous les trois de milieux complètement différents. On va rentrer dans le concret. Qu'est-ce que tu fais, toi, en matière de pêche durable et de transparence? Alors, en matière de pêche durable, moi je pêche aux hameçons. Donc je prélève les poissons un par un, adultes d'ailleurs, puisque je suis capable de relâcher vivants les juvéniles. C'est extrêmement ciblé, on est proche du zéro rejet. C'est-à-dire que pour un individu que nous avons capturé, il n'y a pas eu d'impact sur une autre espèce ni sur l'habitat, en fait, puisque les lignes sont posées, les hameçons un par un avec des appâts vivants. Et chaque poisson qui est remonté à bord de mon bateau est remonté en parfaite santé. Si c'est une capture que je ne m'intéresse pas parce qu'elle n'a pas de valeur commerciale, ça c'est un autre débat, ou si c'est une espèce protégée, je peux très bien avoir une raie protégée comme la raie brunette ou un esturgeon, un poisson que je n'ai pas le droit de commercialiser parce qu'il est protégé, je suis capable de le relâcher également.
Ensuite, ce que je fais pour donner encore plus de valeur à mes poissons, c'est que je les garde vivants à bord, dans des bacs d'eau, en fait, comme dans des aquariums avec des bulleurs, et je les laisse déstresser pour que leur chair puisse évacuer toutes les toxines, et après je les abats. Je les abats avec une technique japonaise qui enlève en fait la douleur un maximum. Le poisson est mort en 2 minutes. Il faut savoir que les poissons mettent très très longtemps à mourir, et il y a une grande différence entre abattre un animal, prendre cette vie-là mais en la respectant, et ensuite je fais un maximum pour que ce poisson soit très bien valorisé, et donc en fait avec une 50aine de poissons par marée, réussir à avoir économiquement, pouvoir faire vivre ma famille et payer mes dettes. Donc ce sont des petites unités comme ça qui font des petits prélèvements et qui peuvent fournir vraiment une traçabilité de A à Z. Chaque poisson qui sont pêchés par moi et par aussi toutes ces personnes qui font partie de l'association APROMER dont je suis la présidente, en fait, on ces mêmes techniques de pêche. Ce sont des petits bateaux de moins de 12 mètres qui sortent à la journée, qui ramènent des poissons vivants à bord, qui sont saignés, glacés. Il y a vraiment une charte, un cahier des charges qui est respecté. Et tous ces poissons-là ont une étiquette avec un numéro individuel qui permet aux consommateurs de revenir au lieu de pêche, à la personne et à la technique de pêche. Et c'est très très intéressant puisque ça existe déjà pour la viande, ça existe pour les poissons, pour les légumes et les fruits. En fait, les gens sont très curieux de savoir ce qu'ils mangent, comment ça a été élevé, comment ça a été abattu. Mais par contre, pour la pêche, pour tous les produits de la mer, c'est extrêmement compliqué d'avoir ces informations. Mais c'est très très important de les avoir. Est-ce que juste tu peux préciser ce que c'est que cette technique et le nom qu'elle porte? L'ikejime, c'est une technique japonaise. Et en fait, c'est le contraire en fait, du poisson, du pêcheur à l'assiette directement. En fait, ça va donner à la chair du poisson la possibilité d'être maturée au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours, voire jusqu'à 20 jours de garde et décliner des saveurs et des textures différentes. Et c'est très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner. Ça se développe un peu plus sur le territoire français et donc je suis formatrice. Et j'espère que pour beaucoup de poissons, ils auront la chance de tomber sur des gens qui font l'ikejime. On va peut-être leur souhaiter ça, ouais. Thomas? Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour la pêche durable? Et la transparence. Et la transparence, excusez-moi. Alors, dans la transparence, il y a plusieurs éléments autour de la transparence. La transparence pour qui? Déjà, ce qui est important, c'est la transparence pour moi. Pas que je ne veuille pas de transparence pour les consommateurs, mais certains sont très intéressés, s'intéressent, ont le temps de creuser et de comprendre les sujets, mais dans la majorité des cas, ils ne peuvent pas être experts et du poisson, et de la viande, et de la filière petits pois, etc. Et donc moi, je considère depuis le début que cette responsabilité de transparence et de sélection, elle incombe aux professionnels d'abord, de ne proposer que des produits qui répondent à cette définition, et ensuite, bien sûr, de pouvoir mettre à disposition des consommateurs toutes les informations pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Alors évidemment, de notre côté, notre métier, c'est de sélectionner les gens avec qui on travaille, les espèces que l'on souhaite proposer, les lieux de pêche, et donc d'aller et de rencontrer l'ensemble des gens avec qui on travaille, de voir comment ils travaillent, de discuter avec eux. Ça ne nous empêche pas aussi de demander de contrôler des livres de bord, des carnets quand on parle d'élevage, c'est pas tout à fait le sujet, mais de carnets d'élevage. Et donc d'essayer d'aller le plus loin possible dans la compréhension de l'origine et de la méthode des produits qu'on propose et de sélectionner de cette manière-là. On peut continuer très longtemps, mais je vais laisser la parole pour que ce soit plus vivant peut-être. Je vais juste rajouter une petite question et ça va revenir sur toi sur ce coup-là. Où est-ce qu'on trouve vos produits? Alors, il y a des circuits dans lesquels on peut se fournir des poissons qui répondent à tous ces critères, donc des poissons adultes qui ont été pêchés sur des petits navires qui ne travaillent pas plus de 200 ou 220 jours par an, ce qui veut dire qu'ils laissent le temps aux poissons de grandir. Il y a le circuit Poiscaille qui est très intéressant, donc les casiers de la mer qui travaillent très bien et qui vous apportera beaucoup d'idées aussi pour que vous changiez un petit peu vos habitudes et faire des découvertes sur d'autres espèces. Parce que c'est très très important, ça faut arrêter le bar, la sole, le saumon, le cabillaud. Donc en fait, non, il ne faut pas manger que ça. Il faut être curieux.
Donc ce circuit-là est très intéressant. Et puis je pense que tu pourrais nous en donner d'autres, Thomas. Parce que moi, j'en connais pas. Ou votre poissonnier, vraiment le poissonnier qui connaît ses artisans, qui va acheter sur les ports au plus proche du poisson local. Voilà. Ne mangez pas de panga et interdisez à vos enfants de manger ça à la cantine, s'il vous plaît. Oui, alors la question des poissonniers, on peut en parler longtemps. Tu as dit les poissonniers qui connaissent bien exactement l'origine des poissons et malheureusement, ce n'est pas forcément toujours le cas. Nous, nos poissons sont donc en fait préparés en portions, en dos, et ils sont mis sous vide, parfois sans, pour assurer une meilleure conservation. Ils sont surgelés et ils sont proposés dans les rayons surgelés des magasins bio, comme Biocoop, ou Eau Vive ou d'autres magasins. Alors, la pêche durable, c'est aussi d'utiliser 100% du poisson. Pour que le maximum de personnes sur la Terre puissent en bénéficier, il faut utiliser non seulement la jolie partie de filet, de dos ou autre, mais également le reste. Et c'est un des intérêts de proposer ces poissons déjà portionnés, déjà surgelés, c'est que dans les ateliers qui font ça, on récupère la tête, les arêtes, les nageoires, et tout cela repart dans des circuits, ce qu'on appelle des circuits de valorisation. Ces coproduits qui, il y a 15-20 ans, étaient en général jetés, aujourd'hui sont récupérés, sont utilisés pour de l'alimentation animale, pour de la cosmétique et d'autres utilisations. Et donc, pour qu'on puisse tous bénéficier de ce bienfait de la mer, c'est fondamental d'utiliser réellement tout ce qu'on prélève et de le traiter avec respect et avec soin. Merci. Bon, alors je vais parler d'abord de transparence, ou plutôt d'opacité des données en matière de pêche. Les données en matière de pêche, il y en a un volume considérable à faire chauffer les ordinateurs. Et le problème, c'est la qualité de ces données. Et les données les fausses déclarations, les sous-déclarations gangrènent le monde de la pêche au niveau national, communautaire et mondial d'une façon sur laquelle tout le monde s'accorde d'ailleurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, en 2008-2009, les données de capture de bar étaient tellement mauvaises que les scientifiques européens ont dit bon, ben là, on gomme. Il y a 2 ans qu'ils sont gommés parce que ça ne vaut rien. Imaginez-vous l'ampleur de ce que ça représente. Pour la pibale, la civelle, c'est pareil. Hein, la saison 2008-2009, on n'a aucune donnée. Il y a d'autres exemples. Je peux parler des dauphins. Hein, il y a 1000 cadavres qui s'échouent chaque année. On estime à 7, 8, 10 fois le nombre de dauphins qui sont tués. Et vous savez que les nombres de déclarations spontanées des pêcheurs, elles se comptent sur les doigts d'une main ou de 2 mains. Quoi. Bon, vous voyez 118. Voilà. Oui, ça s'est amélioré récemment sous la pression médiatique, hein, parce que sinon, on n'en était pas 118. Bon, ça, c'est 3 exemples pour situer le problème. Et il est tellement grave, ce problème, que les scientifiques sont obligés de mettre dans leur programme de modélisation pour évaluer les stocks de poissons, ils sont obligés de mettre ce paramètre qui est la fausse déclaration. Je mets 30%, 50% ou 100%. C'est a posteriori, en testant leur modèle, qu'ils s'aperçoivent, ben là, ça doit être 50%. Là. Enfin, ouais. J'insiste pas davantage. Nous, notre action, quand on a compris tout ça, c'est de partir en guerre contre, non pas contre la pêche, comme vient de me le dire tout à l'heure encore. Nous, on n'est pas en guerre contre la pêche. On veut que la pêche s'améliore et on veut que la petite pêche décolle d'ailleurs. Nous, on part en guerre contre la gestion de la pêche. Voilà. On pense que les gestionnaires de la pêche, la Commission européenne et l'administration française, ils ne font pas ce qu'il faut. Et on multiplie les recours administratifs régionaux ou nationaux, le Conseil d'État, sur des tas d'espèces de poissons. C'est tout à fait nouveau d'ailleurs. Hein. L'administration a été complètement prise de court, complètement surprise par notre action qui a démarré il y a 2 ou 3 ans. On est à 50 recours à peu près actuellement. Et on protège les bars, les maigres, les saumons, les alos, les lamproies, l'anguille, les dauphins. Et on a quelques résultats, notamment un sur le bar qui, en fait, en corollaire a protégé le dauphin. C'est un arrêt du Conseil d'État de juillet 2020. La même chose sur le maigre, à la même époque d'ailleurs. Ces résultats étaient tellement contraignants pour l'État que l'État ne les a pas appliqués. Donc l'association a saisi le Conseil d'État pour une demande d'exécution de jugement et on en est à attendre la décision juridictionnelle, puisqu'on est passé à la décision juridictionnelle. Et donc le Conseil d'État, si ça se fait respecter, il devrait, dans les semaines ou les jours qui arrivent,
on l'attend sans arrêt, rendre un verdict assez lourd pour l'État sur ces questions-là. Pour les dauphins, il s'agit de fermer la pêche en hiver, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous, on a réussi à forcer l'État à augmenter le nombre de pingeurs, là, ces dispositifs de dissuasion acoustique, d'une poignée de 24, on les a obligés à passer à 80. Mais pour nous, c'est une solution qui n'en est pas une. Il n'est pas question de terroriser les dauphins, les envoyer, allez manger ailleurs, allez crever de faim ailleurs, nous on pêche ici. Non, ça c'est pas bon. C'est une solution corollaire et il va falloir fermer la pêche en hiver. C'est une solution qui va sauver les dauphins, mais aussi les pêcheurs. Pourquoi ? Parce que ce sera la première fois depuis les 2 guerres mondiales qu'on va enfin mettre l'océan au repos. Et là, les poissons, ils vont se reproduire, ils vont grandir. Et quand ils vont ouvrir la pêche au printemps, les pêcheurs, ils vont avoir des poissons plus gros et plus nombreux. Ils iront moins souvent à la pêche pour attraper davantage. Ils vont baisser leur charge, augmenter leur capture. On va augmenter les bénéfices des pêcheurs. Et nous, c'est ça qu'on dit. C'est qu'il faut optimiser les revenus des pêcheurs, leur gagne-pain, et optimiser la mer. Ce n'est pas les tonnages qu'il faut maintenir sur le débarquement. Ça, c'est une fausse idée. C'est une idée qui est donnée pour essayer d'avoir une autonomie alimentaire. Et plus on se fixe sur cette idée, moins on y arrive. Vous savez que l'autonomie alimentaire en matière de poissons, en Europe, on est comme ça. Hein. On importe de plus en plus. Donc ça ne marche pas. C'est un constat d'échec. Il faut revenir à une politique plus respectueuse de la nature, laisser grandir le poisson, et plus respectueuse de l'emploi à la pêche. Ces petits bateaux dont on vient de vous donner un exemple, qui est un des plus vertueux que je connaisse, la pêche à la ligne, surtout lorsqu'on valorise son poisson de la façon dont le fait Sandrine, c'est la meilleure des pêches qui soit. Alors évidemment, c'est pas elle qui va produire tous les poissons pour toute l'Europe, c'est clair. Mais maintenant, c'est cette pêche qu'il faut favoriser, avant la pêche des gros volumes. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses, je m'arrête. Je sais que c'est une table ronde, Philippe, que c'est pas un débat, mais c'est très très noble ce que tu dis et ce que tu défends. Et moi aussi, je suis très inquiète de la façon dont on trouve ces cadavres de dauphins, et c'est vraiment un autre sujet. Par contre, fermer complètement toute pêche pendant la période hivernale, c'est extrêmement dangereux pour le segment de la pêche dont je suis en train de parler, parce que les petits bateaux vont avoir beaucoup de mal à rester sans leur trésorerie et à maintenir leurs emplois sur une période de 3 mois. Or, ce sont certains bateaux sur certaines zones qui ont ces captures de dauphins. Il ne faut pas faire un amalgame avec toute la pêche sur ces problèmes de dauphins. Il y en a beaucoup, ils sont très près de la côte. Il n'y a pas que là, on est de plus en plus en compétition. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Je pense qu'ils sont chassés aussi du large par un problème de raréfaction de nourriture. Il y a des mesures à prendre avec l'État français, avec l'Europe et au sein de la Commission. Mais il ne faut pas que ce soit non plus des mesures qui vont mettre en danger. Si on ferme la pêche pendant 3 mois, les poissonniers et les marailleurs, ils vont quand même aller chercher de la protéine, ils vont quand même aller acheter du poisson, ils vont l'acheter encore à l'extérieur, avec davantage d'empreintes carbone, pas forcément de la qualité, pas forcément de transparence, pas ce qu'on peut leur offrir nous. Donc il faut aussi être raisonnable et pas prendre des décisions qui pourraient vraiment déstabiliser complètement le marché et tout le tissu économique qu'il y a derrière. Oui, je voudrais apporter aussi en tout cas un éclairage, un constat que je fais, c'est par les choix qu'on a fait de notre côté de ne proposer que des produits qui étaient porteurs d'un écolabel. Alors il faut se replacer, quand on a fait ces choix-là, c'était en 2008-2010, la pêche durable, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais était, on va dire, balbutiante. Et donc on a choisi de se reposer sur ces écolabels, pas aveuglément, on y a rajouté nos propres critères. Ça nous a conduit, puisque à cette époque-là, il n'y avait aucune pêcherie française porteuse de ce label de pêche durable, ça nous a conduit à aller parfois chercher le poisson ailleurs. Alors, j'en viens à ce que je voulais dire. On a noué un partenariat avec une coopérative de pêche à la ligne, 500 pêcheurs, situés en Alaska, où il y a encore des saumons sauvages qui se comptent par millions. Alors en Alaska, c'est intéressant parce que, en fonction de type d'espèce, ils ont développé en fait une réglementation spécifique. La pêche au saumon en Alaska est réservée d'abord à des personnes physiques, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas le droit de pêcher. Et j'ai envie de dire, par conséquent, on est sur des petits bateaux. Ça, c'est un type de pêche. Donc on pourrait très bien imaginer réserver la pêche en hiver à des bateaux comme le bateau de Sandrine, sans que ce soit blanc ou noir.
C'est pas on interdit tout ou on laisse tout faire. On pourrait très bien rentrer sur des choses beaucoup plus fines pour répondre finalement à vos deux préoccupations en même temps. En même temps, quand on va pêcher le colin d'Alaska ou le cabillaud en plein milieu du golfe d'Alaska ou de la mer de Bering, on ne va pas y aller avec sa petite barque. C'est juste impossible. Et donc, il y a une autre méthode, une autre réglementation pour ces espèces-là. Là, ce sont des sociétés qui ont le droit d'y aller avec des bateaux qui sont plus gros. On pourra débattre ensuite de la durabilité de ces bateaux, mais en tout cas, on ne peut pas aller pêcher n'importe où avec le bateau de Sandrine, à mon avis. Voilà. Et puis il y a d'autres espèces encore qui sont pêchées à la palangre avec des hameçons, des espèces moins connues ici, où là on est sur des quotas individuels, transférables, avec une limite, personne ne peut disposer de plus de 1% du quota ou un truc comme ça. Donc on peut aussi imaginer des méthodes de pêche qui sont beaucoup plus adaptées à certaines réalités par espèce. Merci à tous les trois. Alors à l'origine, je devais faire partie du panel et puis je me suis retrouvée à animer la table ronde. Alors je vais enlever 2 secondes ma casquette d'animatrice et je vais imaginer que je suis assise à côté de vous pour autre chose que l'animation. Juste pour témoigner d'une chose, avec Sandrine, on se connaît depuis longtemps maintenant et dans ce qui a fait qu'on s'est rencontrés notamment, une casquette de mon métier, c'est que je forme les marins professionnels, les marins pêcheurs et les agents de l'État à la collecte de la donnée, à la déclaration de cette donnée et au contrôle de cette donnée. Et il y a des choses qu'on ne sait pas quand on aborde ces sujets de façon très globale parce que c'est un métier extrêmement complexe avec des personnes qui ont un petit caractère léger et tout un univers qui va autour de ce métier. Et aujourd'hui, quand on parle des choses qui concernent la pêche, il y a quelques informations qui ne sont pas négligeables à avoir. La première d'entre elles, c'est que la question de la pêche aujourd'hui, du point de vue réglementaire, c'est plus réglementé que le nucléaire. Ça, c'est une première information à avoir en tête. La deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'on demande à des professionnels de la pêche avec un niveau de formation qu'on n'a pas révisé depuis une trentaine d'années, à peu près. Depuis Colbert, peut-être. Ouais, voilà, Colbert. Bon, quand même, il y a eu les radars et tout, il y a 2-3 trucs qui ont été actualisés. Mais on leur demande aujourd'hui de maîtriser une réglementation où, même moi, avec mon doctorat en droit des pêches, je ne suis pas sûre de tout comprendre. Donc les questions qui se posent aussi derrière, c'est comment on forme les populations à qui on demande aujourd'hui d'être des acteurs respectueux d'un milieu, respectueux de pratiques sur lesquelles eux ont d'autres réalités. D'une, comment je m'approprie cette réglementation. De 2, en tant qu'agent de contrôle de l'État, comment je fais pour mettre en application cette réglementation quand je n'ai pas les moyens suffisants pour le faire, et moi-même pas forcément toujours le bon niveau de formation. Et de 3, en opérationnel, une réglementation c'est bien, mais quand on est sur un bateau de pêche, la réalité c'est autre chose. Donc il y a aussi tout ce contexte-là qui est à prendre en considération, et l'exemple des dauphins est un très bon exemple, parce que c'est le sujet dont on parle le plus ces 2 dernières années, en tout cas sur le golfe de Gascogne. J'ai pas encore rencontré, et pourtant je les rencontre tous, enfin la grande majorité d'entre eux, j'ai pas encore rencontré un marin pêcheur me dire que son grand bonheur en se réveillant le matin, c'était d'aller tuer flipper. Ça, c'est un truc qui revient quand même très régulièrement quand on les rencontre. Aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est qu'on est dans une réalité matérielle. Voilà, ça arrive, malheureusement, ça arrive, la capture accidentelle, parce que c'est comme ça que c'est encore appelé aujourd'hui. Et comment on fait pour gérer ? Vous avez vu 3 personnes qui représentent 3 visions différentes de cette question et qui, en quelques échanges, ont déjà pu avancer sur un point. Mais quand on met des lumières, quand on met des médias, quand on met tous ces sujets-là autour et qu'on braque les projecteurs sur une catégorie de personnes, quand on fixe le regard dessus, c'est beaucoup plus compliqué. D'une, de prendre les bonnes décisions, mais ça, c'est pas leur job, et de 2, de la mettre en application. Et je pense que ça, c'est aussi important, parce que dans tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai dans la profession de la pêche, mais c'est aussi très vrai dans la filière. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs de produits de la mer qui ne connaissent pas la totalité de la réglementation, ce qui ne facilite pas les choses non plus en matière de connaissance et de circulation de la donnée. Donc c'était mon petit témoignage, je remets ma casquette et je retourne à ma place. À toi. Mais justement, cet exemple, évidemment, je pense qu'il est très symbolique et très important, ce problème des dauphins dans le golfe de Gascogne, parce qu'il pose la question très directement de ce qu'on considère aujourd'hui acceptable ou pas. Et est-ce que, en tant que société, en tant que vivant humain parmi d'autres vivants, est-ce qu'on est capable collectivement de se mettre des limites, d'abord,
et ensuite de trouver des solutions. Est-ce qu'on est capable de se dire que cette pêche des dauphins, aujourd'hui, n'est pas acceptable, donc on l'arrête aujourd'hui pour ceux qui en sont responsables, et ensuite on réfléchit. Est-ce qu'on est capable de se mettre ces limites-là, collectivement, pour laisser la place aux vivants de vivre, pour donner ce droit aux vivants de vivre, ou est-ce qu'on se dit, non, il n'y a pas de solution, donc on continue comme avant. Et bon, je pense que vous avez compris de quel côté j'étais. Je suis du côté du vivant marin. Je ne suis pas du côté des pêcheurs ou pas du côté des pêcheurs. Et c'est une question fondamentale pour les 10, 20, 30 ans qui viennent. Et après, c'est est-ce que cette société humaine est capable de laisser la place aux vivants, à côté et avec nous et pas contre nous. Je te reprends juste sur un point, c'est que tu as dit la pêche des dauphins. Or, ce n'est pas du tout des pêches. On ne va pas pêcher les dauphins. Ce sont des captures accidentelles qui sont très regrettables, extrêmement dangereuses aussi pour les personnes qui sont embarquées. L'année dernière, et pour la première fois de toute ma carrière, un dauphin s'est emmêlé dans mes lignes. Il était vivant. Pour le libérer, j'ai pris tous les risques, mais lui, il n'était pas du tout d'accord. Il ne comprenait pas que je voulais le libérer. Donc j'ai pu le libérer, il est reparti vivant, mais on se pose vraiment la question du déplacement aussi des populations. Ces mammifères marins n'étaient pas en cohabitation sur ces zones si proches du littoral il y a quelques années. Donc il faut vraiment avoir toutes les données. Évidemment, pour les pêcheurs qui capturent des dauphins, non seulement c'est dangereux et ça ne fait pas du tout plaisir, ça n'a aucun intérêt. Surtout, on peut entendre des commentaires parce qu'il y a beaucoup de dénigrements, de campagnes qui font vraiment plus peur en fait aux pêcheurs d'aller communiquer avec les scientifiques et d'aller prendre le risque vraiment de jouer la transparence. C'est comme ça qu'on va gagner, c'est comme ça qu'on va réussir à préserver les dauphins et aussi à sauver la pêche. Mais ce n'est pas encore dans les mentalités. Parce que quand on entend à la télévision, dans un reportage, que chaque marin-pêcheur a un steak de dauphin dans son congélateur et qu'il y a un trafic de dauphins derrière tout ça, moi, je casse la télévision, je suis très très en colère. Parce que si vraiment il y avait un trafic de viande de dauphin, il n'y aurait pas un seul dauphin échoué sur les plages. Ils seraient tous dans nos congélateurs. Alors tout ça, c'est faux. Et moi, je participe avec les vétérinaires qui sont même des médecins légistes et c'est incroyable le travail qu'ils font. J'étais il y a 2 semaines à Franche-Pélagis à faire des autopsies pour qu'on arrive à comprendre quelles sont les causes, à quel moment. Et c'est sur ces cadavres-là, on obtient vraiment des informations au niveau externe et au niveau interne qui parlent beaucoup. Et on pourra aider les dauphins, aider les marins-pêcheurs, mais surtout, c'est des images qui sont très frappantes. Et puis, découper un dauphin qui a 3 semaines de frigo, c'est très, très dur. Hein. Je vous assure qu'il faut tenir le coup et pas avoir beaucoup mangé le matin. C'est très intéressant. Alors, les informations, il faut que les marins-pêcheurs ils les donnent. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur non plus derrière de toutes les réactions et des conséquences qu'il y a, parce que c'est lourd aussi de conséquences. Et c'est vraiment pénible d'avoir ce genre de situation. On va rebondir, puisque finalement, j'en ai présenté un, à mon sens en tout cas, de frein à ce que tout ce système s'améliore, c'est la formation et la simplification réglementaire pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Chacun, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous identifiez d'une comme frein ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le système ne marche pas ? Alors on va en donner 3 maximum, parce que sinon on pourrait être là jusqu'à demain, sans difficulté. Qu'est-ce que vous identifiez comme frein pour que cette filière elle puisse être plus transparente et plus vertueuse ? Et parce qu'on ne va pas se concentrer que sur ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui va mieux depuis, on va se donner une échelle de 10 ans et on va changer de sens. On commence par où ? J'aurais préféré être le dernier parce que j'aurais voulu tant pis, je vais commencer. Moi, je ne suis pas du genre à faire des bilans élogieux et je suis très exigeant avec moi-même et je crois qu'on doit être aujourd'hui très exigeant avec nous-mêmes en général parce qu'on a une situation qui est franchement pas bonne, quoi. Donc, dire que ça va mieux, ça, c'est la propagande de la Commission européenne qui vante son bilan. Hein. Elle vous explique, écoutez, on l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de stocks qui sont pêchés durablement. Il y a 30% de la biomasse qui s'est rétablie, c'est génial. Hein. Ouais, sauf qu'ils oublient de vous dire les références, hein, toujours pareil. Hein. Des stocks, on en pêche des milliers, on en connaît une petite centaine, et il y a moins de la moitié qui sont pêchés durablement. Voilà. Si ça vous convient, eh bien, écoutez, vous choisissez, pour moi ça ne me convient pas. C'est mieux qu'il y a 20 ans, d'accord ? Mais c'est mieux de combien ? De 30%, ils vous disent. Mais il y a 20 ans, l'abondance des poissons, elle était divisée par 5 ou par 10. On était à 10-20% de l'abondance normale. Et aujourd'hui, on est donc à 13 ou 26%, hein, plus 30%. Il faudrait s'en contenter ? Non.
Non, c'est pas sérieux. Surtout après tous les efforts qu'on fait depuis 20 ans sur cette histoire de la pêche. Le modèle de la pêche commune n'est pas bon, il n'est pas bon, il faut aller plus loin. Et encore une fois, le modèle actuel, c'est un modèle productiviste qui veut optimiser, maximiser sur la durée les tonnes de poissons, alors qu'en fait, il faut optimiser l'emploi à la pêche. Et pour optimiser l'emploi, eh bien, il faut voir un petit peu moins, il faut laisser pousser les poissons. On pêche aujourd'hui avec une telle intensité que les poissons n'ont plus le temps de grandir. Dès qu'ils ont une taille minimale, ils passent à la casserole et tout le monde s'en contente. Et là, on perd un énorme potentiel de croissance. C'est-à-dire que non seulement il faut protéger la reproduction des poissons, c'est le but du RMD, mais il faut aussi le temps à ces poissons juvéniles de grandir. C'est la moindre des choses, non? On ne va pas ramasser des pommes vertes dans le jardin ou les salades grosses comme le poing. C'est pas vrai. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait à la pêche, vous voyez. Et les pêcheurs eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Les petits pêcheurs râlent contre la pêche industrielle, mais ils n'ont pas compris que le mal, il est dans ce foutu dogme de RMD, de rendement maximal durable, qui est à côté de la plaque. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà chiffré le gain qu'on pourrait obtenir en passant au rendement économique optimal dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en termes de baisse de charge, d'augmentation de la quantité pêchée, de la valorisation des poissons, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hein. Vous demandez à Didier Gasquel, à Philippe Curie, à plein d'autres scientifiques comme ça, qui disent ça très très bien dans leurs livres. Il faut d'urgence changer de modèle. Ça, c'est au niveau européen. Voilà, c'est ce que je pense sur ce qu'il faut faire. Après, la deuxième chose, qu'il faudrait aller avec un tournevis, changer le cerveau des humains, hein, puisqu'on en veut toujours plus. Vous savez, c'est le bug humain de Sébastien Buller. On veut toujours plus d'argent, toujours plus de ceci, toujours plus de cela. Et à la mer, non, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas une entreprise de production comme par exemple une entreprise qui produit des voitures. Si vous mettez plus d'acier d'ouvriers en amont, vous aurez plus de voitures en aval. À la mer, ça ne marche pas comme ça. Si vous mettez plus d'efforts en amont, ben, vous finissez par casser la mer. Hein. C'est ce qu'on a réussi à faire. À un moment donné, il faut être raisonnable. Et je dis une fois de plus que le raisonnable n'est pas le RMD. Le rendement maximal durable ne rime pas avec maximal. Ça dure avec raisonnable, pas avec maximal. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut diminuer nos ambitions. Et donc, pour arriver à ça, il faudrait qu'on ait une politique qui le veuille. Mais pour l'instant, je n'en vois pas les signes, je n'en vois pas les stigmates du tout. Je vois beaucoup d'intentions. On écrit beaucoup de choses, on fait des rapports, des centaines de pages. On vous écrit des programmes stratégiques, opérationnels, la concertation, de machin. Au bout de 5 minutes, moi j'ai la tête qui me fait mal à entendre ce verbiage administratif. Et on en reste là. J'étais hier au Conseil maritime de façade sur l'Atlantique, on nage en plein dans ce genre de paroles. Ça ne produit rien. On parle même de plan d'action, mais on ne vous parlera jamais de résultats. Ça ne les intéresse pas, les résultats. Et tant qu'on n'aura pas cette culture de résultat et d'exigence, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est mon point de vue. Excusez-moi, il est sévère. Non, mais c'est le vôtre et il se respecte. Thomas ? Moi, je trouve ça super, cette table ronde, parce qu'en fait, on a tous un rôle à jouer pour que ça continue à aller mieux et beaucoup mieux demain. Et je suis très content de voir que ça va beaucoup mieux depuis 15 ans sur certains stocks, sur certaines pêcheries, dans certaines zones. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter là, on ne peut pas s'en contenter, on est complètement d'accord, mais il faut reconnaître ça, et c'est extrêmement important parce que les baleines aussi vont beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de baleines à bosse et de baleines grises, je crois, qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Les cachalots, François Sarano et son équipe arrivent à les approcher maintenant et à passer du temps avec eux. Ils ne se laissaient pas approcher il y a 30-40 ans parce qu'on les chassait. Donc il faut reconnaître qu'on est capable, quand on le veut bien, de se mettre des contraintes, de se mettre des limites et reconnaître que ces limites peuvent porter leurs fruits. Pourquoi ? Parce que si ça ne marchait pas, ça ne servait à rien de continuer. Donc ça marche. Il faut en faire plus. On a besoin de gens comme toi qui continuent à mettre la barre très haut et on a évidemment besoin de gens comme toi qui montrent qu'une pêche durable est possible. Même si on n'a pas forcément... voilà, il y a des pêches durables qui sont formidables à 10 mètres de bateau et aussi à 15 mètres, ça se passe parfois bien. Donc voilà, moi je suis très content que ça se passe. Mais il faut dire quand ça va mieux parce que sinon on se complaît dans des choses très négatives, on a l'impression qu'on n'en verra pas le bout et pour moi ça me donne beaucoup d'espoir. Maintenant il faut continuer, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qui manque ? Dans beaucoup d'endroits du monde, ce qui manque c'est de la donnée scientifique. Quelles espèces on pêche ? Combien il y a de pêcheurs ? Il y a des endroits du monde, on ne le sait pas. Plus il y a de petites barques et plus c'est difficile à compter. Quelles sont les données scientifiques sur l'état des stocks de poissons, des prix accessoires ?
Il y a beaucoup d'endroits du monde où on n'en a aucune idée. Il faut des séries historiques longues pour être capable d'en tirer des conclusions. Donc il y a énormément de choses à faire. Mais il y a beaucoup de solutions. Avant, on ne savait pas où ils allaient, les bateaux. Maintenant, il y a des bateaux qu'on arrive à tracer par satellite. Il y a même des technologies qui arrivent à détecter quand les bateaux de pêche illégale, par exemple, coupent leur identification satellite avec des systèmes d'ondes ou je ne sais quoi par satellite, on arrive quand même à les trouver. Ça veut dire qu'il y a des systèmes comme Global Fishing Watch où on est capable de suivre les bateaux maintenant pour ceux qui poseraient problème et d'identifier où est-ce qu'ils pêchent et où est-ce qu'ils ne pêchent pas. Donc il y a énormément de choses à faire. Il y a besoin de gens qui aiguillonnent, il y a besoin de gens qui montrent que c'est faisable, il y a besoin de contrôle, il y a effectivement à un moment besoin que le politique s'en empare. Après, je suis convaincu que pour que le politique s'en empare, il faut que la société soit prête. Moi, je prends toujours un exemple. Dans les années 70, Simone Veil a aussi fait une loi anti-tabac. Aucun effet. Aucun effet. En 91 ou 92, quasiment la même loi sort. Et là, du jour au lendemain, on arrête de fumer dans les avions. Alors, pour les jeunes qui sont ici, ça doit vous paraître complètement lunaire, mais j'ai connu les sections fumeurs dans les avions et dans les trains. Et en 92, ça se passe très bien. Il faut que la société, à un moment, soit prête. Et pour que la société soit prête, il faut des gens qui sont un petit peu pionniers, qui montrent le chemin et qui font qu'il y a une sensibilisation qui se fait. Et il y a 10-15 ans, la pêche durable, personne ne savait ce que c'était. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On est là, tous les quatre, sur scène pour parler de ça. Donc il y a des choses qui évoluent. Est-ce que ça évolue suffisamment vite ? Pas sûr. Donc il faut qu'on accélère. Mais on est capable de faire des choses. Merci. Sandrine ? Oui, mais je suis assez optimiste de nature. D'ailleurs, j'ai 4 enfants, dont 2 qui vont faire la pêche. Mais en tout cas, je leur souhaite de pouvoir vivre de leur passion. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, Thomas, c'est que c'est vrai que c'est tout nouveau, en fait, d'avoir ces temps de parole et puis d'avoir cette conscience, puisque dans la COP21, c'est la première COP21, en fait, à parler de l'océan. Donc, on est très, très loin encore d'avoir... Ok, il y a des pionniers comme Philippe, il y a des ONG aussi qui se battent, mais dans la mentalité aussi même de la profession, il y a beaucoup d'évolution, beaucoup de transparence, de souhait de faire mieux, de pêcher moins, de pêcher mieux, de valoriser aussi les captures. Il faut savoir qu'on mange aussi trop de poissons, on a 24 kilos de poissons par personne et par an, c'est déjà pas soutenable. Il faut diminuer ces apports de protéines animales de toute façon, puisque les seuls poissons, voilà, il faut laisser aussi les poissons nager, grandir, comme tu dis, Philippe, mais pour apporter des solutions, il faut du temps, il faut de la bonne volonté, il faut aussi la Commission européenne et puis l'État français. Je pense qu'on n'est pas ni représenté, ni entendu, ni fédéré de toute façon au niveau de la profession. Donc c'est très difficile de se faire entendre chacun de notre côté avec... nos doléances, mais on a un combat commun qu'on porte de plus en plus haut avec des associations, avec des hommes et des femmes politiques qui nous écoutent. On a déjà gagné le combat de la pêche électrique avec Claire Nouvian, avec des députés européens aussi qui étaient à nos côtés à Boulogne-sur-Mer. On a fait d'autres actions. Il y a une politique commune des pêches aussi qui est très très bien écrite, apparemment, surtout l'article 17, qui doit favoriser l'établissement, le développement des techniques de pêche économiquement, socialement et écologiquement durables. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. 80% de la flotte sont des bateaux qui ont ces critères sociaux, économiques et écologiquement durables, mais on a 20% des accès à la ressource. Donc forcément, cette application de l'article 17 ferait beaucoup évoluer les choses. Moderniser la flotte, c'est très important. On a beaucoup de bateaux sur les ports qui ont plus de 30 ans. Ça veut dire que c'est des bateaux qui sont énergivores, qui consomment trop de gasoil. On pourrait travailler sur des navires qui seraient avec le plus respectueux de l'environnement et avec un confort supérieur aussi pour les équipages. Et donc, on produirait aussi une qualité supérieure de poissons. On est le seul métier qui n'a pas du tout évolué dans son outil de travail. Est-ce que vous voyez encore à terre des entreprises qui utilisent des outils de travail qui ont plus de 30 ans, 40 ans passés? C'est faux. La pêche, on en est encore là. Alors, je comprends tout à fait, Philippe, que tu veux que ça avance. Mais là, on est encore
vraiment à l'âge des cavernes au niveau des changements de mentalité pour la pêche. Mais on veut l'expliquer. Il y a une jeune génération aussi qui travaille beaucoup mieux. Et je pense que... Bon, moi, c'est mon côté optimiste. Hein. Après, tous les jours, je ne suis pas comme ça. On arrive au bout du temps. Non, je vais juste poser une dernière question, mais là, vous allez devoir répondre en 3 points, pas plus, on ne déborde pas. Et je vais me plier à l'exercice. Si aujourd'hui, vous pouviez, prendre les décisions et identifier 3 priorités majeures pour que ça bouge, ce seraient lesquelles ? Je commence. Pour moi, la priorité numéro 1, c'est l'éducation. Mieux former ceux qui y travaillent, éduquer les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'on est censé faire de tout ça. La deuxième chose, dialoguer. Et faire en sorte qu'on remette un peu d'huile dans les rouages, parce que beaucoup de gens, c'est Gilles Boeuf, je crois, tout à l'heure, qui disait que tout le monde est expert en tout en ce moment et que le Covid l'a prouvé. Dans la pêche, c'est très vrai. Et dialoguer dans les 2 sens. Et la troisième, faire de la science et la faire ensemble. Parce qu'il y a des savoirs dans ce métier qui sont incroyables. Ils sont capables de vous raconter où est tel caillou au large, alors qu'il n'y en a pas un seul de tous les navigateurs autour qui peuvent vous en parler. Vous êtes capable de faire ça. Et de l'autre côté, il faut donner des moyens aux scientifiques. Notre flotte Océano, aujourd'hui, elle ne permet pas de répondre aux besoins. Et les scientifiques, ils n'ont pas les moyens de faire tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est mes 3 prios. À toi. Oui, moi je pense que la formation des futurs marins-pêcheurs, c'est super important pour qu'ils soient vraiment conscients de tous les enjeux, leur donner les outils. La communication aussi avec les consommateurs, parce que c'est aussi les codes qu'on a de consommation qui font qu'on va mettre la pression sur la ressource et il faudrait changer ces façons-là de consommer. Et puis travailler avec les scientifiques, évidemment. Mais on le fait déjà, mais sauf qu'on le dit pas. On le dit pas assez. Thomas ? Il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire. Il faut en choisir 3. Je vais peut-être même en choisir qu'une seule. Je suis désolé, Sarah, je vais te décevoir. Je vais être un peu philosophique. Mais je pense qu'il faut continuer à changer notre regard sur le vivant. Et je pense que c'est la condition pour que tout cela progresse. Alors, ça va être un peu lent, donc ça ne sera certainement pas la seule chose à faire, mais je pense que c'est vraiment une des mutations majeures de notre temps, qui est d'accepter de partager le monde avec ceux qui étaient là en fait avant nous. L'océan, c'est complexe, d'abord parce qu'on ne le voit pas, on ne voit pas ce qu'il y a dessous, c'est loin des yeux, et je pense que c'est cette question-là qui se pose aussi à terre. On ne va pas rentrer sur le débat avec les loups, les ours, etc., mais c'est un peu la même question. Est-ce qu'on accepte de vivre avec les autres vivants de cette planète ou est-ce qu'on veut vivre tout seul ? Très belle philosophie. Bon, moi, je vais être plus pratique, plus pragmatique. La première chose, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est de souhaiter que la modification du contrôle du règlement 1224/2009 arrive enfin. Et il est question d'imposer à tous les bateaux de déclarer leur capture, parce que figurez-vous que les bateaux de moins de 10 mètres, ils déclarent leur capture qu'avec une feuille de papier qui arrive dans un état plus ou moins lisible à la fin du mois. Il est question d'enlever l'exemption de 50 kg au minimum par espèce de déclaration. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, tout ce qui fait moins de 50 kg, on n'en parle pas. Donc toutes les espèces rares, les saumons, les espèces menacées, on n'en parle pas. Donc ils ne prennent jamais de ça, donc on ne sait jamais ce qui se prend. Vous imaginez le dégât que ça a sur la connaissance. Et il est question aussi d'enlever ce seuil de 30 kg de vente directe aux particuliers là, sur les marchés aux poissons, puisqu'évidemment il y a des abus dans tous les sens avec ça. Donc ça va faire beaucoup de bien, mais malheureusement il n'y a toujours pas la caméra embarquée au programme. Hein. C'est vraiment très dommage. Et pourtant là, évidemment, on serait tout. Hein. Et refuser la caméra embarquée, pour moi, c'est parce qu'on a quelque chose à se reprocher, quoi. Moi, je veux bien que je sois... du temps où je travaillais, j'avais des caméras en permanence, je montrais aux patients, les films étaient enregistrés, les vidéos, tout ça. Bon, tout le monde savait ce que je faisais dans la salle d'attente, ça ne m'a jamais gêné, mais jamais. Hein. Bon, deuxième chose, je vais vite, hein, excusez-moi. Vous avez compris que je milite pour qu'on passe du rendement maximal durable au rendement économique optimum. Ça, c'est un peu technique, hein, ça mériterait une belle diapo d'ailleurs, une belle conférence rien que pour l'expliquer. Mais en gros, retenez que ça veut dire qu'il faut laisser le temps aux poissons de pousser. Bon, voilà. Et la troisième idée, c'est une idée très pratique. Nous, on pense que les eaux côtières, disons pour fixer les idées, c'est 3000, 5 km à peu près, c'est la pépinière de la mer. Pourquoi on continue à labourer notre pépinière, à la maltraiter ?
On met des filets dans cette zone où il y a plein de juvéniles, donc, puisque c'est les nourriceries de la mer. C'est là où il y a 30% des espèces commerciales qui se développent. Ça correspond aux 2/3 des débarquements, tant du côté européen qu'américain. Et on met dedans des filets qui ne sont pas capables d'épargner les filets, les jeunes poissons. Et on marche sur la tête. On marche sur la tête. On est en train de manger notre pain de demain. Voilà. Il faut absolument libérer ces zones, puisque nos filets sont incapables de les épargner, et que si on augmentait les mailles des filets, ils passeraient tous à travers, puisqu'ils sont trop petits. Je vous expliquais tout à l'heure que la mer, maintenant, il y a beaucoup de poissons, mais ils sont tout petits. Hein. Donc on ne peut pas augmenter les mailles des filets, même si moi j'aimerais le faire, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc il faut éloigner les filets de la côte, et ce principe de bande marine littorale sans filet, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a 10, 20 ou 30 ans dans les divers États côtiers américains concernés, avec des résultats extraordinaires. Bon. On a une vidéo qu'on a faite, nous, pour essayer de faire connaître ce truc-là sur notre site, mais franchement, ça fait partie de la solution que d'épargner les zones fonctionnelles halieutiques, et notamment les nourriceries. On pourrait parler d'autres zones, comme les frayères, par exemple, et on ne le fait toujours pas. Donc, un peu de bon sens, commençons par mettre dehors les chaluts, qui sont théoriquement exclus des 3000, mais qui en réalité ont des dérogations partout. Et il faut aussi éloigner les filets statiques qui ne sont pas capables d'épargner ces juvéniles. Par contre, les métiers de l'hameçon, ils sont parfaitement capables d'y pêcher, puisqu'ils sont capables de choisir entre les petits et les gros poissons et de les remettre à l'eau vivant s'il faut. Voilà, j'ai fini. Merci. En conclusion, épargner les petits poissons, valoriser les petits pêcheurs et se réconcilier avec le vivant et apprendre à vivre avec, ça vous va ? Bravo. Merci à vous.